Bonjour à tous, c'est l'une des figures de l'industrie française. Il est président d'honneur du groupe Saint-Gobain qu'il a dirigé pendant plus de 20 ans. Il siège par ailleurs notamment au conseil d'administration du groupe Engie, l'ex-GDF Suez. Il vient de sortir un livre intitulé « Les clés de la puissance », un essai dans lequel il décrit la course engagée entre les deux géants de l'économie mondiale, la Chine et les États-Unis. Bonjour Jean-Louis Beffat. Bonjour. Alors, à la faveur d'un rapport publié par la Fabrique de l'Industrie, Louis Gallois rouvre ces jours-ci le débat sur la baisse des charges, en expliquant que depuis 20 ans, tout ce qui a été fait en la matière n'est pas optimal, parce qu'il aurait fallu cibler ces baisses de charges plutôt sur les salaires intermédiaires que sur les bas salaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Totalement d'accord. Et d'ailleurs, c'était la proposition de Arnaud Montebourg, quand on a parlé du CICE, c'est l'impôt compétitivité pour dire le détail. Voilà. Ceci dit, il y avait une obsession absolue du Trésor et d'un certain nombre de ministères de faire sur les bas salaires, alors que je crois que c'est une erreur. Ce n'est pas là, on est allé au maximum à cet égard. Résultat, le CICE n'a pas servi à l'industrie. Et parce qu'il fallait monter le niveau dans lequel on abaissait les charges. Il a servi, bien, c'est-à-dire au service, et puis surtout au service qui ne joue pas pour la compétitivité française, puisque les gens qui ont reçu le plus d'argent, bon, disons, ce sont les personnes qui travaillent dans la grande distribution, ce sont ceux qui travaillent dans le ramassage des ordures ménagères, etc., etc. Et tout ça, évidemment, ça ne fait rien pour la compétitivité et l'exportation française. Oui, l'éternel débat en la matière, c'est que cibler les baisses de charges sur les bas salaires, à court terme, ça crée des emplois plus vite que si on les ciblait sur les revenus intermédiaires. Non, je ne crois pas, parce qu'en fait, ça ne bouge pas. Quand il n'y a pas une croissance énorme, ça ne fait rien. Je crois que l'entité qui a reçu le plus gros chèque, c'est la Poste, oui. Et tout le monde sait qu'elle diminue ses effectifs. Donc je crois qu'on a beaucoup gaspillé d'argent là. Alors, la dernière fois que nous nous sommes vus, ici même, Jean-Louis Beffat, vous disiez que François Hollande avait un problème de méthode et qu'il était trop dans la recherche du consensus. Alors, c'était avant le pacte de responsabilité, avant le fameux virage de l'offre. Est-ce que ce qui a été fait depuis vous satisfait? Est-ce que vous semblez... Je trouve qu'un certain nombre de choses sont allées dans le bon sens. Je trouve que celui qui agit le plus concrètement, même si c'est une série de mesures qui apparaissent parcellaires, c'est bien évidemment Macron. Le ministre de l'économie, et avec sa loi Macron, qui je crois change un certain nombre de choses. Ceci dit, on ne va pas assez loin et assez vite. Alors j'allais y venir justement, c'est que j'allais vous parler de la loi Macron, de ce qui est fait autour du contrat de travail, de la réforme du marché de travail. Un certain nombre de mesures qui vont dans le bon sens, mais qui ne révolutionnent pas le modèle français. Vous le dites, il faut aller plus vite, et ce, dès maintenant. Il ne faut pas attendre la fin du quinquennat. Ah, certainement pas. La première chose qu'il faut faire, c'est faire passer vraiment le dialogue social, non pas au niveau d'un dialogue pour des mesures générales entre le MEDEF et les grandes centrales syndicales. On vient encore de voir que pour les retraites complémentaires, ils ont décidé de ne pas se presser. Oui. Ils reprennent la décision alors qu'ils savent à peu près ce qu'ils vont faire. Donc ce n'est pas le bon niveau de dialogue. Le bon niveau de dialogue, c'est de replacer ça au niveau de l'entreprise. Au niveau de l'entreprise, entre les syndicats de l'entreprise et les dirigeants de l'entreprise, eh bien, on parle des mêmes choses. Vous attendez beaucoup de ce point de vue-là du fameux rapport Combrexel qui sera remis à la rentrée et qui plaide pour ça, hein, pour encourager le dialogue, les accords d'entreprise plus que des accords nationaux. Je suis totalement sur ce schéma-là. Et la meilleure chose d'ailleurs qu'on a vu concrètement pour l'emploi, eh bien c'est ce qui a permis des contrats de compétitivité qui ont fait des rapatriements par exemple de volume pour permettre de produire en France dans le domaine automobile, oui. Chez Renault, et vous avez plein d'exemples. Ce sont ces contrats de compétitivité où les entreprises et les représentants du personnel voient concrètement le donnant-donnant. Alors l'actualité des derniers mois a été rythmée par la perte d'un certain nombre de fleurons industriels français. Je pense à Alstom, même si l'opération n'est pas encore concrétisée, mais Alstom, Lafarge, Alcatel-Lucent. Est-ce que ce phénomène vous inquiète et comment résister à ce phénomène ? Je trouve que ce phénomène est tout à fait inquiétant. Je pense que la France n'aura en aucune façon le même poids, notamment politique, si elle perd ses centres de décision en France. Et donc, il faut certainement lutter contre cela. Une des meilleures mesures pour moi, c'est la loi Florange. Et évidemment, le fait d'avoir des actionnats de long terme qui permettent, comme en Allemagne, d'avoir des stratégies qui permettent à l'entreprise de prendre des risques, etc., et de ne pas être soumis aux aléas d'un marché financier qui est devenu de plus en plus spéculatif.
Alors, il est un fleuron français qui est en très mauvais état, c'est Areva, le champion français du nucléaire. Est-ce que la reprise en main de la filière nucléaire par EDF vous semble une bonne chose ? Je ne suis pas très convaincu, franchement. Pourquoi ? Parce que je ne crois pas qu'EDF est une société qui a l'expérience industrielle pour gérer ce qu'est Areva NV. EDF gère, avec d'ailleurs des productivités assez médiocres, comparées par exemple à celle d'Engie en Belgique, des centrales nucléaires. Je crois qu'elle n'a pas d'expérience industrielle. Et donc, pour ma part, je pense que c'est une solution très court-termiste d'avoir donné la responsabilité à EDF. Je pense en plus que quand on vend des centrales nucléaires, être possédé ou contrôlé majoritairement par un concurrent au niveau mondial n'est pas la bonne voie. Donc, moi, j'étais beaucoup plus pour maintenir une majorité à Areva, en faisant rentrer certes de nouveaux partenaires, et en particulier un partenaire japonais, celui avec lequel on fait l'ATMEA. Mitsubishi, en l'occurrence. Vous êtes très partisan et depuis longtemps d'un État actionnaire fort, d'une puissance publique qui impulse une politique industrielle digne de ce nom. Est-ce que ce qui vient de se passer avec Areva, cette descente aux enfers que personne ne semble avoir pu arrêter, est-ce que ça ne nous montre pas que l'État actionnaire aujourd'hui est impuissant face à ce genre de dossier ? Je crois qu'il y a deux choses. Je crois qu'en effet, un certain nombre de mesures ou de risques n'auraient pas dû être pris par Areva. Et par ailleurs, je crois qu'en plus, il y a eu un changement de conjoncture majeur avec l'accident nucléaire japonais. Donc il y a eu un facteur externe et des éléments et des contrats qui ne sont pas optimum, mais qui ne dépendent pas qu'Areva. Par exemple, dans l'histoire finlandaise, il y a une responsabilité d'Areva, mais Siemens tout autant est responsable, puisqu'ils sont co-responsables ensemble. Oui. Dans le cas au contraire de Flamanville, également qui ne tourne pas très bien, eh bien c'est EDF. Donc je pense qu'on a perdu un peu la main dans la filière nucléaire, parce que pendant trop longtemps, eh bien, on n'a pas assez continué à construire des centrales. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, ceux qui ont une grosse compétence de construction de centrales, ce sont les Chinois. Oui, plutôt, oui. J'aimerais qu'on garde un petit peu de temps pour parler de votre livre, les clés de la puissance. Je le disais en vous présentant, ce livre décrit un monde bipolaire, dominé par les États-Unis et la Chine, et un monde dans lequel, à ce stade en tout cas, l'Europe ne semble pas avoir sa place. Qu'est-ce qui lui manque à cette Europe ? Voilà, peut-être avant rappeler qu'on a vécu depuis sans doute la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un monde monopolaire, c'est-à-dire un monde américain. Ouais. Tout était fait suivant les normes américaines, les valeurs américaines, le capitalisme de type américain, et puis on a vu apparaître, finalement assez vite, puisque ça date au fond des débuts des années 80, les Chinois, et les Chinois qui progressent en permanence. Donc désormais, nous ne sommes plus dans ce monde de domination pure américaine, nous sommes dans un monde dans lequel il y a un équilibre, qui pour moi n'ira pas d'ailleurs jusqu'à la guerre, mais qui est un équilibre économique dans lequel les Chinois progressent sans arrêt et grignotent un peu les positions européennes. L'Europe est complètement laissée de côté, non pas parce qu'elle n'a pas le potentiel. Les gens qui sortent des lieux de formation, les technologies qu'on peut mettre en œuvre, etc., tout est là. Ce qui ne fonctionne pas dans l'Europe, c'est évidemment le système politique. On ne peut pas faire une Europe qui compte, qui parle véritablement à 20 et quelques. Il faut revenir à une Europe à 6. Il faut revenir à une Europe à 6. Oui, et sans les Anglais, parce que les Anglais sont ailleurs. Les Anglais sont pour, je dirais, donner brillamment, ils le font, les services à l'ensemble des riches de la planète. Il faut revenir à une Europe à 6 et donc d'abord et avant tout revenir à un axe franco-allemand. Et les 6 en question sont les 6 historiques oui, non pas exactement. Enfin, disons que pour moi, ce qui compte, bien sûr, il y a la Belgique des historiques. Enfin, il y a les Français, les Allemands, les Espagnols, les Italiens, et je rajoute les Polonais. Voilà. Bien. C'est ça pour moi le cœur de l'Europe, dans lequel on peut se mettre d'accord sur des harmonisations fiscales, des harmonisations sociales, une volonté de faire des projets communs, une volonté de mettre la technologie en avant et un capitalisme à l'allemande, industriel et commercial et non pas financier. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler lors de votre prochaine visite. Merci Jean-Louis Effa. Merci. Bonne journée.